visio pour essayer de vous présenter l'ensemble du plan de reprise et d'accompagnement des clubs. Ce soir, on a souhaité faire un focus un peu particulier sur différentes thématiques qui sont en lien avec le plan de reprise, en particulier sur les demandes de subventions que vous allez voir et autour de l'emploi et de l'apprentissage. Donc ça va concerner à la fois effectivement des clubs qui sont susceptibles d'être employeurs ou futurs employeurs, mais aussi tous les clubs sur les demandes de subventions, vous allez voir au travers de tout ça. On ne restera que sur un temps ligue aujourd'hui et pas par comité comme la semaine dernière, puisqu'on est sur quelque chose, un dispositif très général qui correspond à tous les clubs et qu'il n'y a pas de spécificité départementale. Donc n'hésitez pas à chaque fois à poser vos questions tout au long de la visio. Voilà. Pour finir la clôture, je tiens à m'excuser. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui, mais suite aux dernières annonces gouvernementales, j'ai été abreuvé Ah oui. de messages, d'emails, de téléphones aujourd'hui toute la journée. Mm. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Donc je vais vous présenter les choses ce soir et vous m'excuserez pour des personnes qui m'ont appelé dans vos clubs. Mais j'ai pas pu répondre à tout le monde, sinon je passais ma journée au téléphone. Donc je vais essayer de vous faire un petit éclaircissement par rapport à ça dès le début de cette visioconférence par rapport à l'actualité. Sinon, ensuite, on évoquera la campagne ANS avec le projet sportif fédéral, donc la campagne de subvention de l'Agence nationale du sport, qui est à destination de tous les clubs de la Ligue. On vous expliquera comment déposer ce type de subvention. Alors, on a déjà évoqué le compte asso, etc. dernièrement, mais là, on vous expliquera quel type d'action vous êtes susceptible de mettre en œuvre par rapport à tout ça. Ensuite, on aura sur la partie emploi, non, sur la partie trajet, où il y aura deux thématiques. La première, sur les aides à projets sur le Fonds territorial de solidarité, avec deux volants, parce que j'évoquerai un deuxième, un premier, qui est général à toutes les associations et à toutes les entreprises de France. On l'avait évoqué hier dans le cadre des impôts, avec une déclaration via le service des impôts, et une deuxième qui est liée au Fonds territorial de solidarité dans le sport, ou là qui est spécifique au milieu sportif, avec une deuxième campagne, puisqu'une première campagne avait eu lieu en août-septembre la saison dernière. On évoquera aussi toutes les aides à l'emploi potentiel pour, vous verrez, les moins de 25 ans, les plus de 25 ans, CDI, CDD, aide ponctuelle, etc. Et puis on reviendra sur le dispositif de l'apprentissage qui est maintenant aujourd'hui en maîtrise au niveau de la Ligue avec un parcours 100% mené par la Ligue du Centre. Voilà. Alors c'est parti. Hop. Sur les pratiques sportives, donc depuis samedi 3 avril, les choses ont très légèrement changé concrètement. Donc voilà, donc vous voyez apparaître à l'écran les nouvelles fiches qui viennent de paraître et qui vous ont été envoyées cet après-midi. Déjà une chose, donc sur les mineurs comme sur les majeurs, ça sera quasiment la même chose. La notion d'espace public et d'ERP, d'équipement sportif de plein air réglementé. Donc, si vous êtes dans l'espace public, c'est-à-dire dans un champ, dans un parc s'il est en VR, je ne sais pas, ou dans tout espace, une place, etc., sur un parking public, voilà, vous êtes limité à 6 personnes maximum pour un regroupement. On est dans le champ classique de toute personne qui souhaite faire de l'activité physique et sportive et qui souhaite se regrouper. Si on est dans le cadre du champ fédéral, que vous avez un équipement, donc un city-stade, une cour de récréation, un endroit dédié par la mairie, que vous avez été affecté, quelque chose qui a été un peu délimité, etc., qui correspond à votre organisation et qui vous est octroyé par votre collectivité, là, on rentre dans ce qu'on appelle les équipes sportives de plein air, donc réglementées ERP, etc. Donc, ça va du stade le plus réglementé au city-stade, au terrain extérieur, etc. Là, par contre, la pratique, et si elle est encadrée, bien sûr, hein, mais c'est le cas quand vous organisez des choses, elle est sans limitation de nombre par rapport à ça. Ensuite, sur la notion de personnes qui peuvent venir, donc toutes les personnes doivent être dans la limite de 10 km autour du domicile pour pouvoir venir pratiquer. Donc ça limite effectivement, ça je vous l'accorde, les personnes qui sont en milieu rural, puisque 10 km c'est très peu, et donc forcément ça correspond aux personnes de la commune. C'est le cas aussi pour les encadrants bénévoles. Vous ne pouvez pas utiliser la dérogation qu'utilisent les professionnels de l'activité qui sont salariés et qui, eux, peuvent déroger à ces 10 km-là. Ce n'est pas le cas pour vous en tant que bénévole. Si vous êtes encadrant bénévole, vous devez être dans le rayon des 10 km. Donc, il faut réunir ces deux conditions, c'est-à-dire avoir un encadrant qui soit dans un rayon de 10 km du lieu de pratique et avoir assez de pratiquants qui soient à moins de 10 km pour pouvoir pratiquer. Jérémy, tu m'entends? Oui. Je te coupe juste 3 secondes, parce qu'en fait, ce week-end, le ministère des Sports a tweeté l'inverse, en fait. Ils ont tweeté que les bénévoles encadrants, sous confirmation du président, pouvaient dépasser les 10 km. Ouais, Du mais coup, j'ai aujourd'hui, fait un... ouais, mais on a reçu aujourd'hui comme quoi ça serait limité. Bah, le DTN, Il a Thierry changé. Gaillard a encore ce matin encore validé sur le.
Que c'est quoi? Ils pouvaient déroger? Ouais, qu'il fallait qu'il y ait un mot du président. Et là, ce soir, il n'y a pas d'autre mot, Jérôme, qui disait non? Bah, je regarde, parce que du coup, Ouais. Parce que bon, bref, tu regardes sur le fil de contact. Bon, moi, ça m'arrangerait, hein, je vous l'avoue. Bah, ils ont tweeté ça ce week-end. Alors, si c'est pour dire l'inverse le lundi ou le mardi. Oui, mais enfin, ça les gêne pas beaucoup en ce moment. Bon, écoute, Jérôme vérifie, puis on me retient au courant là-dessus. Ouais, Ah En oui, tout cas, mais en tout cas, sur les pratiquants, c'est sûr que le rayon des 10 km est obligatoire. Vous ne pouvez pas déroger. Bonjour, Johnny. Pour... Nous, on a une question. On est un club limitrophe avec la Nièvre. Est-ce que dans un rayon de 10 km, les gens de la Nièvre peuvent venir dans le Oui, Cher? oui, c'est votre rayon de 10 km à vous. Il n'y a pas de limitation. C'est comme le cas pour quand vous allez faire vos courses sur le rayon des 30 km. Vous savez, vous avez le droit à votre rayon de 30 km. On a le droit de se déplacer dans tout le département, sauf les personnes qui habitent en limitrophe. C'est un département qui peuvent aller dans un rayon de 30 km. D'accord, ok, super, merci. j'ai le message de Thierry Gaillard, mais il était daté de 13h07, qui met que oui, ils sont dérogatoires, donc les éducateurs bénévoles, mais il faut qu'il y ait une convocation officielle et une attestation individuelle. Ça veut dire que Ah oui, c'est ça. les bénévoles, il faut que les présidents de chaque club convoquent Ah oui, c'est ça. les entraîneurs sur chaque horaire d'entraînement et que eux, ils fassent en plus une attestation individuelle comme quoi c'est dérogatoire. Donc, il faut qu'ils remplissent une attestation plus la convocation officielle de leur président. Oui. Bon, de toute façon, la convocation, vous pouvez faire une convocation sur les 3 ou 4 prochaines semaines si vous avez des créneaux Ouais. réguliers qui se mettent en place. Hein. C'est pas obligé à chaque fois. Et puis ensuite, ils remplissent leur attestation classique que vous avez tous, enfin, qui est l'attestation du ministère de l'Intérieur classique qui vous déroge de cette situation-là. Mais effectivement, il faut les 2 papiers. Bon, je rétorque. Tout à fait. Merci pour la remarque. Heureusement que Tuteur est là de temps en temps pour rappeler les choses. Ensuite, sur la pratique sportive. Alors, c'est là où il y a eu beaucoup de débats aujourd'hui. Effectivement. Alors, effectivement, on est sur une. Donc, le problème, c'est que le ministère des Sports a sorti comme quoi le sport collectif était interdit avec contact. Donc, nous, ce que nous a dit le DTN par rapport à ça, c'est qu'on a autorisé les sports collectifs sans contact, ce qui est marqué là concrètement. Donc, on vous incite fortement à revenir sur des pratiques. Alors, ça dépend des départements et c'est des ajustements, puisqu'il y a des endroits où le hand à 4 est considéré comme une pratique sport-co sans contact, et à d'autres endroits, c'est pas le cas. Donc, c'est appréciation un peu. On vous invite plutôt à réorganiser votre pratique pour ceux qui l'avaient mené, comme en mai-juin, sur des pratiques plutôt individuelles avec du tir, etc., des relations de passe, et de limiter au maximum les oppositions, si je puis dire, et les oppositions à effectifs importants. D'accord ? Donc voilà, donc on vous incite à ça. Après, fortement, il n'y a rien qui dit que c'est pas possible. Mais après, j'ai pas encore vu beaucoup de handball à 4 où il n'y a pas de contact, concrètement souvent. Les jeunes finissent par se toucher, etc., parce qu'il y a de l'opposition et de l'envie de jouer, etc. Donc à vous de réguler cette situation-là, de proposer des situations qui sont en lien avec ces conditions-là. Voilà, de faire respecter ces choses-là. Donc on vous incite plutôt à mettre en place des situations plutôt transitoires à ce jour, durant ces 3 semaines de ce mois, quitte à ce qu'on retrouve du hand à 4 classique par la suite en termes d'organisation. Voilà. Et puis la notion de couvre-feu à 19h, donc tout l'ensemble des pratiquants doivent être rentrés avant le couvre-feu à 19h. Donc s'ils habitent, alors la notion des 10 km a permis à un moment donné peut-être de réduire ça, mais en tout cas voilà, si vous finissez à 18h30, bon, normalement ils ont largement le temps 10 km de rentrer. Et voilà, alors, attention aux autres, etc. en fonction des personnes. Sur les plus de 18 ans, on est exactement sur les mêmes organisations. Il n'y a pas de changement par rapport aux mineurs. On a bien le droit au nombre sans limitation de personnes dans les ERP donc déclarés, la notion des 10 km, la notion de handball sans contact, l'encadrement veille au protocole sanitaire et fin de l'activité avant le retour des pratiquants au couvre-feu à 19h. Voilà. Et puis la préparation pour tous, forcément. Mais là, ça fait déjà un peu de temps que certains pratiquants ont déjà repris, donc voilà. Jérémy? Jérémy? Oui, je vois qui va. C'est Nicolas. Tu m'entends? Oui, vas-y. Par rapport aux bénévoles là, qui peuvent se déplacer, tu sais, ou Jérôme, tu sais sur quoi on coche? Parce que tu sais ce qu'on coche dans l'attestation dérogatoire? C'est comme un professionnel de l'activité, je suppose. Je ne l'ai pas là sous moi les yeux, la dérogation. Déplacement entre le domicile et le lieu de travail? Non, c'était mission de service public. J'ai retrouvé le poste de ce week-end. C'était mission de service public apparemment. Mission d'intérêt général.
Ouais, c'est ça, intergénéral, pardon. Ah ouais, voilà. Intergénéral. D'accord. Ouais, c'est ça, je cherchais le nom exact, mais c'est ça. Ok. Voilà, les infos. C'est le premier motif, activité professionnelle, enseignement et formation, mission d'intérêt général. Ok. Merci. Rien. Autre question? Il y avait une question sur la distanciation de 2 mètres par rapport au Honda 4. Oui, bah voilà, bah je l'ai plus ou moins évoqué, hein, mais voilà, c'est toute cette légère ambiguïté qui existe entre le Honda 4 qui doit être à distance de 2 mètres. Donc, si vous êtes capable de le faire respecter, qu'il n'y ait pas de contact, pas de souci. Si par contre vous sentez que c'est un peu en difficulté par rapport à ça, je vous incite à revenir à des situations plus classiques d'apprentissage, qui sont sans doute moins ludiques pour les jeunes et les adultes, mais qui correspondent un peu plus au protocole. Écoutez, voilà, juste simplement pour résumer cette situation, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on a eu, je vais dire la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous a permis. Il y a eu un vrai travail de lobbying, pour être très concret, de la part des fédérations, suite à la fermeture des écoles, pour dire qu'à un moment donné, la pratique sportive pouvait continuer en extérieur, forcément sans contact, et que c'était un bon moyen de continuer à mettre, alors, je ne sais pas, de parler de lien social, parce que ça va être compliqué de comprendre ça, mais en tout cas, de mettre de l'activité par rapport à ça, parce que ça devient essentiel. Donc à nous de saisir l'occasion de pouvoir continuer cette activité-là tout en essayant de respecter un maximum de protocoles et d'organisation pour essayer que le temps qui est imparti du mois là permette d'ici le retour au 15 mai, puisqu'il y a une échéance du 15 mai, une pratique un tout petit peu plus organisée et régulière par rapport à ça. Donc c'est notre responsabilité collective d'essayer de produire les choses pour que ça puisse fonctionner dans ces conditions-là, malgré qu'on nous ait autorisé et qu'on ait fermé les établissements scolaires par rapport à tout ça. Donc, soyons dans le bon dosage par rapport à ça pour essayer de répondre à un service d'intérêt général et une mission de service public, comme c'était bien mis dans l'attestation, tout en essayant de respecter au maximum les choses. Voilà, de notre responsabilité par rapport à ça. Je continue. De toute façon, s'il y a d'autres questions, ça pourra revenir par rapport à la suite. Donc après, on va passer sur... Donc ça, c'était le petit point d'actualité qui n'était pas prévu au départ, mais qui change de semaine en semaine. Donc voilà. Sur la campagne ANS 2021, donc on vous a déjà fait des rappels, des informations par rapport à tout ça. Donc déjà, les clubs, pour tous les clubs qui veulent rentrer dans ce type d'DRH-là, ils doivent avoir créé leur compte asso. On vous avait fait envoyer tous les mails il y a plus d'un mois et demi pour vous expliquer la démarche pour pouvoir créer ça si vous n'aviez pas votre compte asso. Si actuellement vous ne l'avez toujours pas fait, ça sera très compliqué dans le délai qui est imparti aujourd'hui de la campagne ANS 2021 pour vous permettre de remplir la subvention. Vous pouvez toujours essayer, mais il y a la demande de RNA, de SIRET, etc. La procédure pour créer son compte, ça paraît un peu complexe au regard des délais qui sont de manière impartie. Donc à vous de voir, mais voilà. Si ça a déjà été fait et que vous êtes en cours d'avoir votre compte asso, là par contre, ça sera sans doute possible. Activez vite les services pour pouvoir avoir vos numéros et vos codes d'accès. Pour tous les clubs qui ont fait déjà des demandes dans le cadre de compte asso, alors soit sur le Fonds territorial de solidarité du sport qui a été élu dans la campagne août-septembre de l'année dernière, soit dans le cadre d'aide à l'emploi, soit dans le cadre du PSF, du projet sportif fédéral, vous devez absolument faire les bilans et vous avez donc un CERFA donc pour chaque action que vous devez autoriser par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous le voyez là ou pas, non. Oui, on le voit, Jérémy. C'est bon, impeccable. Donc c'est ce CERFA-là, donc ça c'est un CERFA pour une action. C'est-à-dire que si l'année dernière, dans le cadre du plan sportif fédéral, vous avez déposé 3 actions et qu'on vous a financé sur les 3 actions, vous devez faire 3 dépôts de CERFA. Je vous dis que là sera plus simple. Donc ce sont les documents classiques comme la saison dernière. Vous avez un bilan qualitatif de l'action à mettre en place, un tableau de synthèse financier qui correspond au budget prévisionnel que vous aviez mis en place et vous faisiez la notion de réaliser en budget réalisé, le pourcentage de différence par rapport à ça. Vous avez une annexe chiffrée pour expliquer les chiffres que vous avez déterminés avant, pour expliquer les écarts en regard de tout ça, et puis une signature par rapport à ça. Donc c'est assez simple, hein, c'est une page de bilan, une page de bilan financier, et puis une annexe financière en fonction de ça, une signature. Donc à chaque action que vous avez mis en place, il faut une demande comme ça. Ce n'est pas pour les 3 actions, vous ne cumulez pas par rapport à ça. Donc ça, on vous conseille de les faire dès maintenant, puisque la campagne, vous allez voir, on l'a mis tout à l'heure, est en cours qui va bientôt sortir pour la notion de PSF, mais vous pouvez déjà monter puisque vous pourrez déposer les documents dans le compte asso. Vous avez ici le retour, on vous a mis le lien sur les notes d'orientation qui sont en lien avec la DRAGES, sur les notes sur l'emploi,
que vous pouvez retrouver ici. Vous allez cliquer le lien et vous allez retrouver, vous avez toutes les notes qu'on va vous décrire après, qu'on vous a analysées et qu'on vous a synthétisées. Mais vous pourrez retrouver les textes officiels par rapport à ça sur ce lien-là de la Dragès Centre-Val de Loire. Donc, deux campagnes. Une campagne, vous allez voir, Dragès, donc direction régionale, qui a ouvert dès le 1er avril et qui terminera le 16 mai à 23h59 précise, donc jusqu'au 16 mai minuit, et une période ANS-PSF, donc projet sportif fédéral, qui va s'ouvrir normalement le 9 avril, donc dès vendredi, et qui devrait se terminer autour du 20 mai, peut-être le 21 mai, mais on a mis le 20 mai en dernier délai, donc aussi toujours à 23h59. On vous fait un petit rappel parce que la fédération organise une webinaire dans le même style que nous, ce jeudi-là pour juste la période ANS-PSF qui expliquera la procédure, etc. Si vous voulez y participer, vous pouvez toujours aller voir pour voir les organisations et les présentations, ou alors vous pouvez la voir en replay, donc ça vous permet d'avoir un complément d'information par rapport à cette demande-là. Donc sur le premier volant PSF Solidarité, donc la campagne ANS, donc là qui est à destination de tous les clubs de la Fédération française de handball et en particulier de la Ligue du Centre, vous pouvez émarger sur 4 volets possible, potentiellement. Potentiellement sur la reprise de l'activité, le taux de reprise, le taux de nouveaux licenciés, sur vos activités, etc. En termes d'activité, donc ça c'est toute la reprise. Sur les différents handballs, donc c'est sur toutes les offres de pratique de développement, donc si vous avez envie de développer un certain nombre d'offres de pratique. Autour du vivre ensemble citoyenneté, qui est autour des actions que vous mettriez en place de handball dans des secteurs prioritaires, donc ZRR, zone de revitalisation rurale, et QPV, quartier politique de la ville, et toute action qui sera en direction des jeunes et de l'engagement des jeunes dans la vie associative en termes d'engagement. Et tout ce qui est action d'information, prévention des comportements déviants, alors là c'est plus complexe à mettre en place, mais il y a le plan national met en place des choses, peut-être que vous participez, que vous avez des opérations locales avec des partenaires locaux pour tout ce qui est action de comportement déviant. Et puis toute la pratique de développement autour de la féminisation, à la fois dans la pratique régulière et donc le développement de l'accès aux nouveaux licenciés et la prise de responsabilité à l'accès à la pratique, que ce soit l'encadrement, l'arbitrage, le développement, etc. Donc après, l'idée, c'est que vous puissiez développer des actions là-dessus. Donc on est essentiellement, pour vous simplifier un peu la chose, sur des actions de développement. Donc vous développez une section Baby Hand, vous développez des tournois de hand à 4, vous faites du tournoi, vous voulez mettre en place des opérations pour faire accéder des non-licenciés à la pratique licenciée. Toutes ces actions-là sont éligibles par rapport à ça au travers des offres de pratique que vous voulez mettre en place. On est vraiment sur la notion de l'accessibilité, de l'accueil des non-licenciés vers la pratique licenciée dans les clubs. On ne peut pas émarger des actions dans le cadre du milieu scolaire. Vous pouvez mettre en place pour certains clubs des actions en milieu scolaire, mais elles ne sont pas éligibles. Par contre, il faut rendre éligibles les actions que vous mettez en place quand vous avez fait vos tournois scolaires, etc., vos actions scolaires. Qu'est-ce que vous mettez en place comme opération pour faire accueillir ces non-licenciés vers la pratique licenciée? Donc après, en fonction des endroits, si vous êtes dans un développement de la pratique en général, vous irez sur le développement des pratiques de handball. Si par contre vous êtes plutôt sur un secteur un peu prioritaire, vous pouvez mettre en place une action là-dessus, très prioritaire. Vous pouvez mettre en place une action par offre de pratique, puisque vous aurez le droit à 3 actions maximum à mettre en place pour votre club. Donc voilà, donc à vous de choisir dans toutes ces choses-là en termes de choses. Sur la notion de solidarité, ça va être assez complexe. Ce que vous pouvez toujours, mais c'est sûr pour les clubs, c'est pour émarger si vous êtes doté de masques, de gel hydroalcoolique, de matériel qui vous permettent de mettre en place la nouvelle pratique. Il y a du matériel un peu spécifique par rapport à ça. Vous pouvez aussi vous faire aider si à un moment donné, il y a aussi la possibilité peut-être dans le cadre des aides sur la licence. Si vous faites des réelles réductions sur l'aide à la licence, vous pouvez demander. Mais bon, voilà, c'est pas forcément. Je vous conseille plutôt de développer des actions autour du développement des pratiques du handball, de vivre ensemble et de la féminisation, forcément. Regarde ça parce qu'il y aura une partie des subventions qui seront énormément fléchées sur la féminisation cette année. On est autour de mémoire, je sais plus, David, 22% je crois, autour de la féminisation qu'on devra impacter là-dessus sur nos actions. Donc effectivement, dans les handballs en développement, on doit avoir la féminisation puisqu'on va faire venir des jeunes filles forcément en même temps que les jeunes garçons. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment d'être sur ce développement des pratiques-là. Donc on est vraiment sur votre cœur d'activité de club, dans la relance de la pratique, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez le droit que faire ces pratiques-là aujourd'hui. Enfin, on n'a le droit que faire que jusqu'à maintenant, ces pratiques-là et pas du tout le handball à 7, etc. Question, j'ai vu un micro s'activer ou pas? Alors, il y a pas mal de questions. On nous demande si on peut faire plusieurs demandes. Alors, dans la même demande, vous avez le droit à 3 actions. Voilà.
Donc en gros, vous allez faire votre demande et enfin, il y a un poste de compte asso, dans cette demande PSF, vous pouvez ouvrir 3 actions par rapport à ça. Être un club situé en QPV fait par définition des clubs agissant sur QPV ou est-il nécessaire d'être extérieur au QPV pour remplir la condition? Alors, il n'y a pas de condition d'accès, c'est l'intervention du public. C'est-à-dire que le public, s'il est en QPV, qu'on soit nous club en QPV ou club hors QPV, c'est possible. C'est le public sur lequel on va intervenir, sur lequel on peut être éligible à l'action. Voilà. Donc, souvent, la plupart des cas, vu que les QPV sont très ciblés, très centrés sur des adresses très précises, la plupart des sièges sociaux des clubs, la plupart, il y en a quelques-uns dans la Ligue du Centre, sont sur des QPV, mais il y en a très peu. Par contre, il y a beaucoup d'autres clubs qui mettent en place des actions sur les QPV et qui donc sont éligibles à ce type d'action-là. Bon, là, c'était pour le club de l'Argonne, donc on répond aux critères. Autre question, un club qui a déjà fait une demande FDVA pour le développement, enfin pour la féminisation, est-ce qu'ils peuvent refaire une demande ANS? Alors, il faut montrer la complémentarité entre les deux. Moi, je vous conseille de redemander sur une action sur la féminisation dans ce cadre-là. Après, ce sont des financements complémentaires sur chaque dispositif, parce que ce n'est pas sûr qu'ils aient le FDVA. Donc, ça serait dommage qu'à un moment donné, ils ne puissent pas émarger sur les deux choses. Voilà. Alors après, ça dépend sur quelle action ils ont exactement mis sur le FDVA en termes de projets innovants, mais voilà. Je ne sais pas. Si la question, sinon, vous renvoyez un mail et puis on vous précisera par rapport à ça, c'est le club. C'était le club de Beaugency, pour information. Oui, bonjour. Effectivement, c'est moi qui ai posé la question, mais je reverrai peut-être ça directement. Okay. Merci. Très bien. C'est bon? On a fait le tour. Bon. Parce que je vois pas le... Pour le moment. Pour le moment. Alors aussi vous dire que, on ne l'a pas mis sur le seuil, ah non on ne l'a pas mis, que la demande de subvention, elle doit être au minimum de 1 500 €. Alors ça peut être 1 500 € pour l'ensemble des 3 actions, donc ça pourrait être 3 fois 500 €, mais on doit donner au minimum 1 500 €, c'est le seuil initial pour que vous soyez éligible au type d'action. Donc, on vous incite plutôt, au lieu de faire 3 fois 500 €, c'est-à-dire qu'il faudrait que vos 3 actions soient éligibles et qu'on donc vous donne 100% de la subvention que vous avez demandée. Donc, on vous incite plutôt à demander autour de, je ne sais pas, 750 000 € en fonction du projet que vous mettez en place ou peut-être plus, pour qu'à un moment donné, s'il y a l'une des actions, si vous déposez 3 actions et qu'il y en a une qui ne correspond pas aux critères ou qui est un peu en décalage par rapport à ça, on puisse vous accompagner et dire, bah voilà, on ne vous finance pas cette action-là, donc voilà, et par contre, on vous finance l'action 1 et 2 qui sont de 1 000 et 500 €. Et donc voilà, donc vous auriez fait une demande de 2 000 € et on verserait la somme de 1 500 € en termes de ça. Mais là, l'idée, c'est si vous avez ces problématiques-là, vous allez voir qu'on va pouvoir vous accompagner, on va mettre en place des accompagnements personnalisés par rapport à ça, pour que vous soyez sûr d'être dans les clous par rapport au dossier et que si vous avez toutes plein de questions par rapport à ça très technique, on puisse vous répondre de manière individuelle pour que vous ne soyez pas en difficulté lorsqu'on va instruire les dossiers par rapport à ça. Vous rappelez aussi que le seuil est de 1 000 € pour les clubs qui sont situés en ZRR. Alors attention, ce sont les nouvelles ZRR, donc il y a un classement que vous pouvez voir sur le site de la Drages, voir être éligible ou pas. Et donc ça vous permet peut-être d'être un peu plus éligible pour les clubs qui seraient dans les milieux ruraux et donc qui auraient des projets moins importants, des budgets moins importants et qui donc pourraient bénéficier de cette aide-là sans pour autant avoir besoin de demander 1 500 € de subvention, voire 2 000 par rapport à tout ça. Vous dire aussi que les instructions des dossiers sont menées par des personnes, des élus et des salariés de la Ligue du Centre Val-de-Loire de handball en lien avec les clubs et les comités. On a mis en place un comité de pilotage autour de ça, qui est avec des représentants de clubs, des représentants du comité, des représentants de la Ligue, salariés et élus, bien sûr, bien au contraire, plus d'élus, et que donc c'est nous qui instruisons les dossiers. Donc, nous sommes au courant de votre activité dans les clubs, nous sommes au courant de vos budgets, etc. Donc, l'idée, c'est d'être au plus près de ce que vous avez envie de mettre en place et surtout de ne pas demander des sommes astronomiques par rapport à ça, puisqu'on sait exactement l'activité que vous menez. Donc, voilà. Donc, on est plutôt dans une notion de partenariat pour vous accompagner au travers de ça, plus que dans une volonté de guichet. Voilà. Donc, ça reprend ce que je viens de vous dire. On vous incite forcément, si vous n'avez pas l'habitude, d'aller lire le petit tutoriel je vous ai mis le lien de connexion, vous pourrez avoir accès, qui est sur association.gouv.fr, qui est un tutoriel qui vous permet de voir comment on dépose une subvention. Donc, ça, vous pouvez. Ou sinon, on va mettre en place
un peu une hotline avec des salariés de la Ligue et des salariés au nom de la Ligue à partir de lundi prochain sur des créneaux de 2 heures, vous voyez, toutes les semaines, le lundi, mercredi, vendredi et le samedi matin. Donc 18h, 20h et 10h, 12h. Vous avez les correspondants ici et les numéros de téléphone. Dans un premier temps, sur les premières semaines, vous vous appelez, on essaie de vous rappeler, etc. Après, on fera peut-être une programmation avec des rendez-vous, parce que je pense que ça va s'accélérer après la hotline quand on va arriver de la deadline du 20 mai et qu'il y aura peut-être des questions qui demanderont un peu plus de temps et que donc peut-être qu'on fera des prises de rendez-vous pour vous permettre de bénéficier d'un temps horaire précis et que vous appeliez au bon moment, etc. pour éviter que vous appeliez et que ça s'en occupe systématiquement, qu'on ne vous rappelle pas en termes de choses. Donc voilà, donc l'idée c'est que ça commence dès la semaine prochaine. On a mis à disposition sur le territoire donc une personne sur 3 soirs et une personne le samedi matin. Et vous pouvez dès la semaine prochaine commencer à contacter ces personnes-là pour la mise en place de votre dossier, etc. Si vous avez un problème de Contaxo, etc. De faire remonter des informations pour qu'on puisse nous après les relayer et les amender en fonction de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Question à poser devant tout le monde. Alors, je continue. Donc là, on arrive sur... Oui. J'ai une question, excuse-moi, Jérémy. Dans toutes les actions à proposer, parce que pour l'instant, bon, comme tu le dis, on a une situation un peu particulière où on n'a pas grand-chose qui se passe malgré tout. Dans les propositions qu'on va avoir, dans les projets qu'on va présenter, on va présenter des projets avec reprise d'activité en salle, etc., etc. Ça sera éligible ou ils vont rester que sur des pratiques comme on a aujourd'hui? Non, on est dans le droit commun, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les actions... Pardon? On oublie la pratique actuelle, quoi. Je veux dire, on rentre vraiment dans la recherche d'une... vous pouvez être sur les deux, c'est-à-dire que vous pouvez être sur la pratique extérieure comme vous faisiez déjà des actions éligibles de tournois d'ACAT extérieur, etc. Déjà avant même le Covid-19, des tournois de quartier, de centres de loisirs, etc. Voilà. Mais vous pouviez aussi être sur des tournois en gymnase pour faire accueillir les licenciés, des journées portes ouvertes, des choses comme ça, ou des actions qui accueillaient. Oui, tout à fait. Donc on est sur les deux volants en fait, mais on reste sur ce que vous faisiez jusqu'à maintenant en termes d'éligibilité, etc. Si en plus vous apportez une adaptabilité sur le mois de mai-juin, parce que vous savez que ça va pas être, on va pas rentrer de la même manière, on ne sera pas dans les mêmes conditions, c'est encore mieux puisque vous avez déjà adapté votre projet à la contexte actuel. Mais il faut se dire qu'on espère retrouver une activité plus normale autour de septembre, enfin août-septembre, etc. Et donc forcément on pourra accueillir les actions de meilleure manière. Oui. Non. Non. C'est bon. Donc après, là on est sur la campagne, donc on était sur la campagne ANS-PSF, donc que l'on va gérer nous en termes d'organisation, etc. Donc avec des dates entre le 12 avril et donc le 20 mai. Et maintenant on va rentrer sur la campagne Dragès, donc qui est menée par les services de l'État. Donc là on est dépendant, c'est pas en tout cas on s'implique dans un dispositif global avec les autres sports par rapport à ça, et donc on a des deadlines et des organisations par rapport à eux, donc avec une deadline de 16 mai. Les dispositifs d'aide possibles, donc une première, je vous évoquais le Fonds territorial de solidarité, avec un seuil de subvention ici qui s'élève plutôt à 1 000 € et pas 1 500 € comme je l'évoquais, donc on peut redescendre sur les actions 1. Et donc on est sur ce type d'action-là. Donc là, c'est vraiment une action encore à côté, avec des comptes. Donc vous voyez, donc, quand vous allez déposer dans le compte ASSO, on est sur le code 188, et après dans les dispositifs, vous verrez, il y a les différents dispositifs, il y a le Fonds territorial, l'emploi, etc. Et donc vous allez être éligible à ce type-là. Donc, ce sont des aides sur le fonctionnement pour les structures fragilisées, problèmes de trésorerie, compensation de perte d'adhésion, projet de relance, maintien de l'activité pendant la crise, etc. On est en plein dedans en ce moment. Ça, les 4 en ce moment, vous avez, pour certains, peut-être pas de problème de trésorerie, mais vous avez sans doute prévu des compensations de perte d'adhésion, ça c'est sûr et certain. Vous avez tous des projets de relance, on vous voit sur les terrains, vous avez envie de repartir, etc. Et vous avez maintenu l'activité quand c'était possible, et vous essayez de la maintenir encore aujourd'hui par rapport à ça. Donc, vous êtes vraiment... on va dire, je vais dire 90% des clubs sont éligibles à ce type d'action-là. Après, sur les autres, c'est plus nuancé et plus complexe, plutôt sur les clubs un peu plus salariés, etc., plus structurés, puisqu'on est sur des activités auprès des QPVZRR, sur des séjours sportifs et stages sportifs que vous mettiez en place. Et sur les dispositifs éducatifs, vous saviez, les vacances apprenantes, etc., qui avaient été mis en place la saison dernière. Donc là, il faut avoir des partenariats avec l'éducation nationale qui mettent en place des dispositifs autour de ça et dans lequel vous participez. Donc là, vous pouvez être éligible par rapport à tout ça. Voilà. Et qui sont financés dans le cadre de ce dispositif-là.
Donc là, on vous incite vraiment sur le premier champ, l'aide au fonctionnement pour les structures fragilisées. Je vous l'avais évoqué lors du premier webinaire au mois de janvier. On a eu effectivement dans la première campagne beaucoup de clubs employeurs qui ont bénéficié de cette aide-là, mais il y a eu quelques clubs qui avaient bénéficié parce qu'ils n'avaient pu pas organiser leur loto, qu'ils n'avaient pas organisé des choses et qu'ils avaient eu des problèmes de trésorerie, qu'ils avaient bénéficié d'une aide de 1 000, 2 000 euros en fonction des endroits et des clubs qui étaient de facturation beaucoup moins importante en termes de choses. Voilà. Donc, on vous incite fortement à les demander. Il y a une très grosse enveloppe au niveau national et forcément déléguée au niveau régional. Je pense que le handball peut fortement répondre à ça puisqu'on s'est fortement mobilisé sur la reprise d'activité au regard de d'autres disciplines qui ont été beaucoup plus en difficulté par rapport à ça. Voilà, je voulais revenir juste aussi sur le fonds de solidarité, mais à l'échelon national. Vous montrer juste, parce que ça a été évoqué lundi dernier, et c'était pour montrer la chose, c'est par rapport au, je vous ai évoqué la semaine dernière, vous savez, par vos différences de chiffre d'affaires. Donc une association peut bénéficier en comparaison de chiffre d'affaires sur l'année d'avant. C'est-à-dire que par exemple, vous avez fait un loto, une soirée festive au mois de février, parce qu'en mars, c'était presque la fin. Mais au mois de février l'année dernière, et vous avez reçu la somme de 3 000 ou 3 500 euros, donc c'est bien identifié, vous avez eu un chiffre d'affaires sur ça, et que ce n'est plus le cas sur cette année, fortement, donc vous avez une diminution du chiffre d'affaires. Vous pouvez demander une aide dans le cadre du fonds de solidarité. Pour ça, il faut que vous passiez via votre compte impôt.gouv.fr, donc votre compte personnel. Donc, je vais le faire par le mien, comme ça vous ne verrez pas mes codes, mais pour vous montrer où c'est exactement. Donc, vous vous connectez sur votre compte d'impôt vous-même. Vous allez ici en haut à droite sur la messagerie sécurisée. Il faut la trouver, hein, c'est pour ça que c'est assez technique. Et ensuite, là, vous allez ici dans le logo écrire. Et dans le logo écrire, il faut que je descende parce que ça n'apparaît pas. Vous avez une petite écriture qui s'appelle « Je demande l'aide aux entreprises gérées par l'épidémie ». Et là, alors attendez, parce qu'il faut que j'ai mis la… Alors attendez, ça c'est Mémorion. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait ? Hop là. Parce que là, je suis directement sur l'aide. Oui, c'est ça. Voilà, pas tout. Vous arrivez là-dessus, donc je remets l'aide. Et là, vous sélectionnez la période. En ce moment, la seule période qui est éligible, c'est le mois de février, puisque ça ouvre un mois avant et ça ferme un mois après à peu près dans les périodes. Elle est fermée là depuis le 31 mars, la période de janvier. La période de février est toujours ouverte. Et là, ils vont ouvrir très prochainement, je crois, au 15 mars ou peut-être un peu avant, la période, au 15 avril, pardon, la période du mois de mars. Donc ça s'ouvre et ça referme. Et ensuite, vous choisissez votre période, et vous voyez ici, et donc apparaît après votre numéro SIRET, etc. Et à partir de là, vous pouvez référencer sous votre compte impôt à vous personnel, mais après, vous rentrez via votre association, et c'est là que vous faites votre demande de différence de chiffre d'affaires. Donc, c'est là que vous remplissez votre tiret, ça vous met votre association qui apparaît, et après, on vous demande les différences de chiffre d'affaires entre les années N-1 et N-2 et N, et qui vous permet de justifier, et vous pouvez bénéficier d'une aide par rapport à ça, qui est versée très rapidement dans les 3-4 jours en fonction de tout ça. Et les justifs à fournir, c'est quoi ? Alors, les justifs à fournir, c'est toutes les factures, c'est déjà votre compte sur votre compte de résultat, sur votre relevé bancaire. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, le 15 février 2020, rentré 15 000 euros, je dis une bêtise, hein, 10 000 euros d'argent sur une grosse opération. Vous n'avez aucune rentrée au mois de février de l'année après. Donc, vous allez justifier auprès de votre comptabilité que vous avez une rentrée liée à telle activité. Voilà, en fait, en gros, voilà, c'est une différence de chiffre d'affaires, c'est en gros votre activité. Ce chiffre d'affaires-là, je le précise, c'est moins les subventions. C'est-à-dire que si vous avez une baisse de subvention, ça ne correspond pas. Si par exemple, au mois de février, vous avez, je ne sais pas, rentré d'habitude l'année dernière 2 000 euros de licence, parce que c'est du chiffre d'affaires, c'est de l'activité du club, plus 1 500 euros de subvention, vous ne pouvez déclarer que 2 000 euros de chiffre d'affaires de subvention, de licence. Et donc, cette année, vous avez eu 0. Donc, c'est cette différence-là qui pourra apparaître en termes de choses. Voilà, de bien faire la différence en fonction de toutes les aides par rapport à tout ça. Voilà. On peut le faire plusieurs mois. Pardon? On peut le faire plusieurs fois ou... Tous les mois, vous pouvez les faire. C'est par mois, en fait. Donc, normalement, c'est fait pour les entreprises, en fait, puisque les chiffres d'affaires, c'est plutôt une histoire d'entreprise. Tous les mois, ils font un certain chiffre d'affaires. Donc, c'est pour combler ce chiffre d'affaires-là. Donc, nous, dans les associations, peut-être que ce n'est pas tous les mois, parce que les chiffres d'affaires sont peut-être différents. Mais si c'est le cas, qu'il y a des chiffres d'affaires qui diminuent, vous avez une opération, vous mettiez un loto en place tous les mois, vous pourriez le justifier tant que ce n'est pas reparti. Et là, c'est pour le mois de février. Et si c'était pour le mois de janvier, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Vous avez tout compris. Donc, vous pouvez commencer qu'à partir de février, puis mars va ouvrir et tous les mois, ça referme, etc. Au 30 avril, ils vont fermer le mois de février et ainsi de suite. Bonsoir, j'ai une question. J'ai fait bénéficier ma
mon employé du chômage partiel, Oui. est-ce que ça rentre dedans ou pas? Est-ce que je dois le déduire ou pas? Oui. Oui. Alors, le salarié, c'est pas du chiffre d'affaires. Non, mais c'est parce que j'ai touché pour novembre, décembre. Oui, ça vous le déduisez Sauf- parce que c'est une subvention. En fait, Non, ce qui non, se passe- c'est le chômage. C'est pas une subvention, hein, Oui, c'est bah, c'est l'aide au le c'est une chômage aide partiel. voilà, c'est une aide au chômage partiel du fait qu'elle travaille pas à 100%. Tout à fait. Donc j'ai pu bénéficier cette prise en charge par l'État. Oui. Est-ce que je dois le déduire ou pas si jamais je fais cette demande? Oui. Parce que Oui. c'est-à-dire qu'en fait, oui, vous devez le déduire parce que ça correspond pas. Déjà, c'est exceptionnel comme demande que Oui. vous avez faite. Donc voilà. Donc et puis ça correspond pas à l'activité de votre association. C'est pour compenser. Donc en fait, en gros, D'accord. voilà, ça ne fait pas partie des choses. C'est Pascal, ce sont Vas-y, tous vas-y. les comptes 70 qu'il faut prendre. Voilà, Il faut prestation de enlever tous les service. 74, faut tout enlever les 74 et 60, tout ce qui est en dessous après. Ça rentre pas D'accord. dans le chiffre d'affaires. De plus, vous pouvez envoyer simplement votre compte de résultat du mois, hein, sortir un bilan, ça suffit pour le D'accord. faire, en mettant que les comptes 70 de En l'année mettant que les comptes 2019 et les 70. comptes D'accord. 70. Voilà. Et Parce que de toute façon, pour l'avoir fait, un mois, moi, c'est passé, et le deuxième mois, c'est passé aussi, mais j'ai eu les impôts qui m'ont appelé, qui m'ont demandé des justificatifs complémentaires. Voilà. D'accord. Donc, ils peuvent demander voilà, Parce que là, j'ai pas pu factures, des faire pour le rentrées mois de. d'argent. Ouais. Parce que là, j'ai pas pu le faire pour janvier, février et mars, hein, pour l'activité partielle. Pourquoi vous n'avez pas pu le faire? Alors, j'ai un compte, bien sûr, sur impôts.gouv que j'ai fait faire. Ça a mis du temps parce qu'il demande plein de choses et voilà. Et depuis, je n'ai pas pu me reconnecter. Ah, ben je vous contacte. Bon, on se recontacte en dehors de Oui. la webinaire et on voit ça parce que c'est rétroactif l'activité partielle. Enfin, c'est pas lié à cette échéance-là, donc on peut faire des demandes. Oui, parce que du coup, effectivement, j'ai essayé pour le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Et du coup, j'ai rien pu faire. Donc, j'ai touché jusqu'au mois enfin, on a pu toucher jusqu'au mois de décembre, mais après, j'ai pas pu. Bon, il faut qu'on voit ça, mais c'est encore, les délais sont différents en fait. On peut faire des demandes. D'accord. Je peux faire après. Ok, merci. Ouais. Je reviens donc à nos moutons. Mais... Donc voilà, donc on avait deux fonds territoriaux de solidarité, un premier qui est évoqué par le sport, très spécifique à l'ensemble des associations, et deux autres aussi, dans le cadre du chiffre d'affaires, voilà, qui vous permet à un moment donné de bénéficier. Et puis comme l'a dit Pascal, très, très simplement, effectivement sur une demande assez simple. Par contre, il faut bien identifier les demandes que vous demandez, qu'on est bien sur de l'activité liée au compte 70, donc prestation de services, etc., et non pas sur de la subvention, etc. Et donc pour vous permettre comme une entreprise, si vous étiez réellement en termes de ça, pour vous donner un peu une image de la chose. Voilà. Sur les deuxièmes parties, sur les emplois. Alors, oui. Par exemple, donc si on a une perte financière, nous on fait des stages vacances. Oui. Si ça représente une perte financière de 4 000 €, qu'on a touché du chômage partiel à hauteur de 2 000 €, il faut marquer qu'on a une perte que de 2 000 €? Non, c'est sur les contre-recettes de 70. Donc en fait, vous aviez reçu 4 000 € la saison dernière en termes de chiffre d'affaires, donc d'activité. Donc vous pouvez déclarer les 4 000 €. Parce que le chômage partiel, c'est sur la masse salariale en fait que ça va se déduire. Voilà. Donc c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. C'est deux dispositifs sur lesquels vous pouvez vous permettre. C'est-à-dire que comme si vous aviez un restaurant, enfin je sais pas un restaurant, je sais pas si oui les restaurants doivent être éligibles, mais on a utilisé l'activité partielle dans le cadre des salariés et vous utilisez ce fonds de solidarité dans le cadre de votre chiffre d'affaires, de vos recettes. D'accord. En spécifique. Juste une précision, excuse-moi, concernant le compte des impôts, là que tu dis, tu te connectes avec ton compte perso individuel, quoi. Et Oui, après, tout à fait. Parce qu'on n'a pas de compte club d'impôts. Ben, c'est pour ça que je vous ai dit la petite démarche, je vous ai montré comment aller. Donc du coup, ça va lier notre club à l'asso, quoi. Enfin, Voilà. notre compte particulier à l'asso. Ouais. Tu peux créer un compte asso, hein. Moi, j'ai un compte asso. Hein. Oui, on peut aussi le faire. Mais après, comme vous voulez. Ça, c'est vous qui décidez. Après, ça dépend des impôts, etc. Mais vous pouvez passer par votre compte perso et ça vous permet de le faire. Après, effectivement, vous pouvez aussi créer un compte pro, mais ouais, voilà. Ok, ça marche, merci. Attends, non, ça a l'air d'être bon. Excusez-moi.
Oui. On aura de nouveau l'explication de comment aller après l'impôt.gouv dans le petit déroulé que vous avez montré. En fait, la vidéo est enregistrée, on la poste sur le site internet oui, de la ville. Et donc, vous retournerez à 35 minutes, 40 minutes, puis vous relirez, et vous reverrez en direct. Merci bien. Non, prie. Donc sur l'emploi, alors ça concerne moins de personnes, donc on a bien différencié. Alors il y a beaucoup plus de dispositifs que la saison dernière. Donc les dispositifs pour les moins de 25 ans. Donc il y a le dispositif Un jeune, une solution, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Dans le cadre du sport, on va être sur des personnes qu'on va embaucher, des jeunes qualifiés de moins de 25 ans à la signature du contrat. Donc alors c'est voilà, maintien donc moins de 25 ans, c'est 24 ans révolus, hein. Pardon, donc c'est 24 ans et 364 jours. Maintien d'emploi de jeunes ayant moins de 5 ans au moins au 1er janvier 2021. Le type de contrat, et ça c'est une spécificité qui n'existait pas, on peut être soit sur un CDI, soit sur un CDD de 2 ans, puisque vous allez avoir une aide de 2 ans à hauteur de 10 000 € par an. La plupart du temps, jusqu'à maintenant, sur les dispositifs d'État, on était effectivement que sur des CDI. Là, dans le cadre de ce dispositif-là, pour ces jeunes de moins de 25 ans, on peut être sur un premier CDD de 2 ans avec donc les 2 aides à hauteur de 10 000 € par an. Elles ne sont pas dégressives ni rien, c'est 2 fois 10 000 € sur les 2 années sportives par rapport à ça. Ce sont essentiellement des missions de technique, pédagogique, développement, donc voilà. Et donc voilà en termes de choses. Donc on est vraiment sur des jeunes de moins de 25 ans qui viennent d'être qualifiés, donc peut-être qu'ils auront leur BP ou leur titre 4 au cours de l'été ou etc., que vous voulez embaucher dans le cadre de l'année 2021, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les embaucher au 1er septembre, ils peuvent être embauchés jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, et donc ils doivent signer soit un CDI, soit un CDD de 2 ans en termes de choses. Et si c'est pour faire la formation type 4, ça marche aussi? Non, ça ne marchera pas. Ah. Ce sont des personnes qualifiées. Ce sera l'autre dispositif d'apprentissage en dessous. D'accord. Pas là, et après. Ouais, ça marche. Donc là, on est bien sur des personnes qualifiées qui ont eu un diplôme, etc. Donc ils sont diplômés. Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler l'aide ponctuelle. Alors ça, c'est un dispositif très bref, en tout cas que sur cette année-là, peut-être qu'il sera reproduit, mais en tout cas. Donc le seuil de subvention s'élève à 1 000 €. Il y a quand même une enveloppe qui tourne autour des 250 000 € sur la région centre, simplement sur l'emploi sportif. Donc on peut être sur des aides ponctuelles à hauteur donc des structures qui sont fragilisées, donc des jeunes de moins de 25 ans en CDI, des jeunes de moins de 25 ans en CDD ou des jeunes de moins de 25 ans en alternance, donc en contrat d'apprentissage. Donc ça, on reviendra vers ceux qui ont des apprentis par exemple, mais si vous avez un contrat d'apprentissage où vous avez un coût résiduel lié à l'apprentissage, puisque la loi Pénicaud avait permis à un moment donné pour les moins de 21 ans de bénéficier, vous verrez, d'une aide quasiment totale, mais il y avait des résidus pour la 2e année, etc. Vous pouvez bénéficier de cette aide-là aussi. C'est-à-dire que ça peut compléter aussi un contrat d'apprentissage, même s'il ne coûte pas très cher au départ, ça peut être un moyen. Ou alors un CDI ou un CDD dans lequel on emploie. Donc là, vous demandez une somme qui va de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €. Ça dépend de la demande que vous avez, en fonction déjà des aides que vous avez, soit de Capasso, soit de l'État au travers de ce poste-là. Mais voilà, donc c'est sur l'année 2021, ça vous permet de bénéficier de cette aide-là. Et il y a une très grosse enveloppe, parce que si on considère que 250 000 €, même si on me donne 2 000 € à plein de structures, vous vous rendez compte que ça fait quelques structures qui peuvent en financer de cette aide-là. Donc voilà, donc ça peut être un bon moyen aujourd'hui si vous avez eu des problèmes liés. Ça peut être aussi en complémentarité de l'activité partielle, hein. Ce sont des dispositifs qui se cumulent. On n'est pas, vous avez bénéficié de l'activité partielle, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez plus le droit. Ce sont tous les emplois, parce que la plupart des emplois en ont bénéficié. Donc ça, je vous incite fortement pour les structures qui ont des emplois en cours en ce moment ou des apprentis qui vont leur coûter un peu plus cher que le coût résiduel, de motiver ce dispositif-là. Pour les plus de 25 ans, on est sur ce qu'on appelait avant l'emploi ANS concrètement. Donc on est sur de la création d'emplois ou de la reconduction d'emplois. Donc effectivement, il y a une grosse enveloppe, il y a autour de 75 emplois qui vont être financés cette année sur cette aide-là. Donc en fonction des demandes, la priorité que sera prise, ce sera la création. Mais s'il n'y a pas 75 créations d'emplois, ils iront sur la reconduction d'emplois. Donc on incite le mouvement sportif et en particulier le handball chez nous à peut-être faire cette demande-là. Si vous avez bénéficié d'un emploi NS ou d'un emploi CNDS à l'époque, qu'il est fini depuis 1 ou 2 ans ou 3 ans, vous pouvez refaire une demande à ce titre-là dans le cadre de cette organisation-là et vous pourriez bénéficier jusqu'à une aide de 3 ans à 12 000 € par an. Voilà, donc on est que sur des CDI, des temps complets, sur des missions de développement technique, pédagogique, mais ça, c'était déjà les critères d'éligibilité jusqu'à maintenant. J'ai une question, excusez-moi, oui. J'ai une question. L'apprentissage pour les plus de 25 ans, ça ne marche pas? Si, mais on va l'évoquer après l'apprentissage. D'accord, parce que là, du coup, c'est pas marqué. Autant vous l'avez marqué pour les moins de 25 ans en alternance,
Ah non, alors l'aide ponctuelle, là, etc., c'est que pour les moins de 25 ans en alternance. D'accord, mais oui. pas, Mais pas pour les plus de 25 ans. D'accord, là, ma question était là. D'accord, merci. Non. Excusez-moi. Donc oui, effectivement, cette aide ponctuelle-là, elle est que pour les jeunes de moins de 25 ans, CDI, CDD, alternance, quel que soit le dispositif. On est vraiment sur la relance des jeunes et sur ces dispositifs-là. Donc, Jérémy, ces dispositifs sont complémentaires au CAPASO? Tout à fait. Voilà, c'est les questions. Vous pouvez avoir toutes les aides, etc. Je ne sais pas, vous avez un emploi ANS encore, plus un CAPASO, il vous coûte encore 3 ou 4 000 euros par an le salarié, vous pourriez faire une demande dans le cadre de cette ponctuelle-là, voilà, sur le cours résiduel. Vous avez un apprenti qui a plus de 21 ans, il vous a coûté, je ne sais plus combien, 10 000 euros à l'année, vous avez touché 8 000 euros, vous avez encore 2 000 euros de delta sur cette année 2021, dans le cadre de l'alternance sous contrat d'apprentissage, vous pouvez demander ces 2 000 euros-là. Voilà. Voilà, donc bien la différence, ce sont les moins de 25 ans, les plus de 25 ans. On est sur 2 fois 10 000 euros pour les moins de 25 ans dans le cadre de CDI, CDD. On est sur des aides plus importantes, 3 ans à 12 000 euros pour les plus de 25 ans. Et on a cette aide ponctuelle-là qui est disponible pour les moins de 25 ans dans le cadre de personnes qui sont déjà embauchées. Hein. Voilà, ce n'est pas pour la création. Et c'est mis en dessous. Là, il faut que vous preniez très vite contact avec vos référents. On vous a mis les contacts dans la slide après, enfin dans une des slides par la suite, sur les référents emploi dans chaque direction départementale. Donc, il y a un référent à chaque fois. Je crois que ça après, ben voilà, pardon. Vous avez tous les référents sur les 2 dispositifs. Donc, sur le PSF, la première action dans le cadre des actions de développement de la pratique du handball, etc. Ça, vous avez une hotline qui est mise en place avec les 3 personnes référentes. Vous pouvez les appeler sur les créneaux 18-20, etc. On vous aide. Vous êtes sur le fonds territorial de Sorlidé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez des référents par département. Là, ils peuvent vous aider à déposer les demandes, etc. Et sur l'emploi, par contre, il faut avoir fait un entretien préalable avec les personnes pour pouvoir bénéficier ou en tout cas rentrer dans le dispositif là parce qu'il y a des fichiers spécifiques à rentrer dans votre demande de compte asso. Voilà. Donc, je vous incite à contacter très rapidement les services de l'État par rapport à ça, vous faire reconnaître, leur dire voilà, je souhaiterais bénéficier de ce dispositif-là, etc. Est-ce que vous pensez que c'est possible? On m'a informé de ça, regarde, voilà, ils vont vous demander vos explications, etc. Et donc, par la suite, vous pourrez voir et être éligible par rapport à ça. Voilà. Jérémy, il y avait une petite incompréhension sur le plus de 21, mais moins de 25. Alors, sur ces dispositifs-là, on est sur les moins de 25 et plus de 25 ans. C'est juste que quand je vais venir sur l'apprentissage, vous allez voir qu'il y a l'apprentissage est coupé en 2 entre les plus de 21 ans et les moins de 21 ans. Et donc, tout à l'heure, quand tu parlais des plus de 21, tu parlais que de la tranche 21-25. Voilà, tout à fait. D'accord. Pardon, ouais, tout à fait. Merci. C'est bon, tu peux continuer. Alors, j'arrive à l'apprentissage pour clôturer le tout. Donc, un dispositif, vous avez déjà présenté les choses. Alors, le dispositif d'apprentissage, ça permet de mettre des jeunes de 16 à 29 ans révolus dans des parcours de formation professionnelle et de financer à la fois une partie, enfin leur salaire, une indemnité de leur salaire, leur parcours de formation, donc leurs frais pédagogiques et une partie des frais annexes. Donc, c'est rendre accès à la professionnalisation, rendre accès à la formation pour des jeunes qui sont issus alors, du handball ou pas du handball, et en particulier du sport chez nous. Dans ce cadre-là, voilà les indemnités. Alors, ce sont des salaires qui ne sont pas chargés concrètement à partir, sauf après 25 ans. Pardon, parce que en termes de charges, c'est différent. Mais voilà les salaires qui vont donc toucher. Alors, ça dépend du parcours de formation. Donc, nous, on va être sur un parcours de formation qui va sans doute tourner autour d'entre 16 et 22 mois. Nous, sur le handball, je vous expliquerai un peu le parcours chez nous. Donc, ils vont toucher la première année, s'ils ont entre 18 et 20 ans, 668 € et 792 € la deuxième année. Voilà, s'ils ont entre 21 et 25 ans, j'évoquais tout à l'heure, entre 825 et 950. Donc, vous voyez, les sommes sont différentes en fonction de l'année d'âge par rapport à ça. Si un jeune passe dans la tranche d'au-dessus au cours de la première année, il passe sur la tranche supplémentaire au mois suivant. Exemple, s'il a 21 ans au mois de mars, et ben, au mois de mars, il touche encore 668 et il touchera 825 au mois d'avril. Voilà, donc c'est à savoir un peu des fois de temps en temps dans vos prévisionnels en termes de coûts salariés par rapport à ça. Il pourra bénéficier d'un certain nombre d'aides supplémentaires, cet apprenti-là, donc une aide au premier équipement qui est d'un montant de 500 €, donc ça c'est nous qui le mettons en place. Des aides s'il habite un peu plus loin, 3 € par repas, 6 € par nuitée,
pour payer les frais annexes, une aide au permis de conduire s'il l'a passé et qu'il a une facture dans les 6 derniers mois de mémoire, je crois, ou non 12. 12. Les 12. Vous voyez, allez. Dans l'année qui précède la demande. Dans l'année qui précède, vous voyez, c'est encore mieux. Donc, dans les 12 derniers mois ou s'il est en cours de passage du permis. Donc, il faut qu'il ait une facture de moins de 12 mois qui justifie des frais d'école de conduite et donc il peut bénéficier d'une réduction de 500 € sur cette facture-là. Et puis après, il a une carte apprenti, donc il a tous les nombreux avantages comme les étudiants, etc., dans le cadre d'un statut apprenti sur les différents dispositifs autres extérieurs. Donc pour ça, vous, alors ça c'est pour le jeune, pour vous concrètement aujourd'hui, la loi Pénicaud, donc je vous abrège la question, c'est qu'en gros, l'État aide à hauteur, pour les 18-30 ans, à hauteur de 8 000 € sur la première année. Donc en fonction de combien vous allez payer le salarié, en fonction de l'âge qu'il a, vous allez toucher 8 000 € pour payer son salaire. Donc c'est là qu'on vous verrez, je vous ferai les tableaux de simulation après derrière, sur le coût résiduel par rapport à un club. 2 000 € sur la deuxième année pour les certifications de niveau 4, donc ce qui correspond au BP, au titre 4 éducateur de handball. Vous pouvez bénéficier aussi d'une aide complémentaire dans le cadre de l'ANS, c'est-à-dire dans les emplois, etc. Je ne vous l'ai pas mis tout à l'heure dans le cadre de la Drages, etc. Mais vous pouvez demander aussi une aide sur l'apprentissage qui peut être complémentaire, jusqu'à 6 000 €. Alors après, ça dépend de l'âge de l'apprenant, mais c'est un peu le coût résiduel aussi qui vous permet de combler les choses. Vous avez une exonération des cotisations salariales et patronales, donc concrètement, les salaires qui touchent, vous avez très peu de charges là-dessus, ça autour de 1 ou 2 € sur les 18-20 ans. Il y a une très petite différence par rapport à ça. Une imposition sur les cotisations avec la réduction finale pour les moins de 26 ans. Donc après, par contre, pour les plus de 26 ans, donc sur la tranche 25 à 29 ans, là, il y a des cotisations qui sont beaucoup plus importantes. Vous pourrez bénéficier aussi d'une aide à la fonction de maître d'apprentissage, soit 115 € par mois pendant 12 mois, ce qui fait autour d'une certaine somme, 1 500, un truc comme ça. Même un peu plus. Et donc, cette aide rentre dans votre caisse à vous. C'est-à-dire que quand vous allez mettre à disposition un des salariés du club ou vous en tant que président du club, vous pourrez bénéficier de cette aide-là. Il faudra juste que le maître d'apprentissage participe à la formation de maître d'apprentissage et soit éligible et puisse bénéficier de cette aide-là de 115 €. Donc, ça permet aussi d'aider à la construction de ce poste-là. Voilà, et puis il y a une aide à la formation, c'est-à-dire que quand vous rentrez en formation, concrètement, le parcours de formation et les frais pédagogiques sont pris en charge à 100% par l'AFDAS dans le cadre de ce contrat d'apprentissage-là. Donc concrètement, vous, avec les 8 000 €, vous avez à payer le salaire en fonction de l'âge de la personne et les frais annexes qui sont liés à son parcours de formation si vous habitez loin ou pas du centre de formation. Donc je vous ai fait quelques petites simulations pour un peu vous expliquer par rapport à ça. Donc si on part sur un parcours en apprentissage, sur 2 ans, par exemple. Alors après, il faut proratiser les sommes si on est sur 16 mois. Et là, on est sur 2 années. La première année, vous auriez un coût mensuel pour l'employeur pour les 18-20 ans, donc 18-21 ans, parce que c'est 20 ans révolus, de 1,82 € mensuellement. Puisqu'en fait, vous allez avoir un coût annuel de 8 021 € et vous aurez une aide unique de 8 000 € et donc vous aurez un coût résiduel de 21,88 €. Si vous avez un apprenti qui est entre 20 et 25 ans, eh bien donc il va toucher un peu plus de salaire, 825 €, donc ça fait 9 905 et une aide unique de 8 000, donc vous avez 1 905 € à votre charge, donc soit 158 € par mois en fonction de ça. Donc ça, on est sur la première année. Ensuite, en deuxième année, forcément, ça augmente, puisque le salaire augmente quel que soit l'âge, et surtout l'aide, elle passe de 8 000 à 2 000 € en fonction de ça. Et donc, on a un coût résiduel mensuel qui est autour de ça. Donc après, il suffit juste en fonction du parcours de formation que va vivre l'apprenti, et ben vous multipliez par le nombre de mois qui restent. Il va forcément faire au moins une année, donc ça va être votre coût résiduel par mois sur la première année. Et en fonction du temps restant, s'il a un parcours de formation qui dure 16 mois, par exemple jusqu'à décembre de l'année d'après, et ben vous faites 4 fois 626 € pour les 18-21 ans, et ça vous coûte 2 400 € concrètement. Puisque l'aide unique va être proratisée au temps restant de formation. Donc si il reste 4 mois de formation, vous aurez un tiers de cette aide unique. Donc ça reviendra à la même chose. Voilà, donc je vous ai rapporté ça au mensuel, ce qui vous permet en fonction du parcours de formation que votre jeune va vivre, et bien vous avez exactement combien ça va vous coûter. En plus de ça, c'est avec juste l'aide de l'État. Vous pouvez bénéficier de l'aide ponctuelle que je vous ai évoquée tout à l'heure. Vous pouvez bénéficier de l'aide à l'ANS à l'apprentissage, entre 2 000 et 6 000 €. Vous aurez forcément à enlever de cela l'aide à la fonction tutorale, puisque sans doute vous allez mettre votre maître d'apprentissage en formation pour qu'il soit réellement référencé maître d'apprentissage. Et dans ce cadre-là, vous toucherez 1 380 € dans le cadre de cette aide à la fonction tutorale que vous pourrez déduire
des sommes que du coût mensuel causé sur l'employeur. Sauf si vous souhaitez être généreux et le reverser à votre salarié maître d'apprentissage dans le cadre d'une valorisation. Je la vous laisse à vous par rapport à ça. Et il n'y aura pas d'aide spécifique fédérale à ce jour au regard de ça. Je vous ai évoqué toutes les aides potentielles par rapport à ça. Voilà. Donc après, nous, par rapport à ça, nous, la Ligue du Centre, on va proposer, on va ouvrir un parcours de formation. Alors, il y a déjà des jeunes qui sont en formation depuis septembre 2020, même avant, parce qu'il y a eu d'autres parcours avant, mais on va prendre celui-là. Donc, sur un T4 éducateur de handball. Donc, nous, la Ligue du Centre, on met en place un parcours de formation qui, en fait, correspond aux nouveaux diplômes qui ont remplacé les BPGEPS, qui s'appelle le titre 4 éducateur de handball, qui va sans doute se dérouler autour on pense autour de 16 mois la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il va commencer en septembre 2021 et finir en décembre 2022. Sauf qu'en contrepartie de cela, on va essayer d'ouvrir d'autres formations complémentaires. C'est-à-dire que les parcours qu'on va proposer à nos jeunes aujourd'hui, ce qui va être peut-être le cas pour les jeunes qui sont là, c'est qu'on va ouvrir après, derrière des BPGEPS APT. On est en train de travailler dessus pour ouvrir des BPGEPS APT à partir de janvier. Donc en fait, l'idée, c'est que si vous avez des jeunes qui sont intéressés par ce type de parcours-là, on pourrait presque parcourir sur un parcours de formation de 3 ans. 16 mois en titre 4 éducateur de handball, puis 16 mois à peu près, hein, ça peut être 2, oui, sur un BPGEPS APT. Vous pourriez quasiment avoir un jeune, si vous fait satisfaction, qui vous plaît, qui correspond sur quasiment 3 saisons sportives avec des financements possibles au regard de tout ça. Voilà, donc ce qui permettra à un moment donné d'avoir de la longévité, d'avoir une personne en formation, certes, alors qui ne sera pas là tout le temps, parce qu'il faudra qu'il parte en formation, mais qui va développer des compétences, etc. Pourquoi on veut faire ça aussi? Alors simplement, c'est très technique, c'est que quand il a son titre éducateur de handball, il a déjà une première carte pro, mais surtout, il a un allègement sur la formation de BPGEPS APT. C'est-à-dire que le BPGEPS APT fait 4 UC, et il en a 2 déjà en équivalence avant même d'avoir passé ce diplôme-là, puisque le titre éducateur de handball lui donne 2 UC sur les 4 dans le cadre des équivalences. C'est pour ça qu'on le met dans ces parcours de formation-là. Et puis on souhaite aussi, pourquoi ça aussi, on pense qu'on souhaite les faire entrer par leur cœur de métier et leur passion. Ce sont avant tout souvent des handballeurs, ils ont été joueurs, peut-être jeunes arbitres, etc., peut-être encadrants, bénévoles, voilà. Donc on préfère les faire entrer dans la pratique du handball. Ils vont commencer à animer sur toutes les offres de pratique qu'on a développées, donc le baby hand, le mini hand, le hand à 4, le hand fit, le hand ensemble, on va leur faire découvrir tout ça. Ils auront tous les certificats qui leur permettront d'animer toutes ces pratiques-là. Et puis on va rentrer sur l'entraînement, en particulier sur entraîner des jeunes, qui correspond à un niveau pour entraîner des jeunes du plus bas niveau départemental au plus haut niveau régional, en termes d'exigence, donc jusqu'au moins 18 niveau 1 territorial. Et puis, ils peuvent aller même sur un certificat qui s'appelle entraîner les adultes s'ils ont plus d'appétence à l'entraînement. Et donc, après, une fois qu'ils ont cette carte pro-là, ça leur permet après d'aller sur l'APT et de se diversifier et de pratiquer plein d'autres offres de pratique dans d'autres disciplines. Et peut-être que ça vous permettra d'être meilleur sur l'employabilité par la suite parce que vous pourrez le mettre à disposition d'une commune, d'une communauté de communes, d'écoles, etc., de centres de loisirs, pour lui permettre à un moment donné de développer des compétences et de mettre des partenariats en place. Voilà un peu l'idée de la stratégie qu'on propose au club aujourd'hui. Donc très vite, il va y avoir les dossiers de subvention qui vont être dossiers d'inscription qui vont être mis en place. Donc c'est interne à la Ligue du Centre, on met en place des tests de sélection, etc. Et donc vous serez éligible et nous on vous accompagne pour le montage de ces dossiers d'apprentissage dans le cadre de cette organisation-là, puisqu'on met à la fois les formations, la formation de l'apprenant, la formation des maîtres d'apprentissage, et on vous accompagne sur la fonction employeur pour déposer votre dossier auprès de l'AFDAS pour bénéficier de ces aides de 8 000, 2 000 euros, etc., en fonction de la particularité de la formation qu'on met en place. Voilà, et vous dire que donc les formations auront lieu sur Orléans, donc au nouveau siège de la Ligue du Centre, qui est ouvert depuis le mois de septembre, depuis la fin des travaux. Et donc, on a 2 belles salles de réunion. Donc, on a une promo qui va finir au mois de décembre et une autre qui va arriver. Donc, voilà, à partir de septembre 2021. Voilà. Alors, Jérémy. On a une question pour le coût de l'apprentissage pour les plus de 25 ans. Enfin, je le fasse en simulation. Il faudrait en fait... Concrètement, on est ici, on est sur des salaires très importants, donc ça devient beaucoup moins intéressant. Donc il est payé 1 557,39 € sur la première année et pareil sur la deuxième année, et vous avez toujours que 8 000 € à la fin de l'année. Et en plus, vous avez des charges supplémentaires. Donc il faudrait revenir vers moi, je vous ferai le calcul concrètement, parce qu'il faut que je fasse, parce que je n'ai pas les charges concrètement. Après, 95 €. Pardon? 95 € par mois.
Bah voilà, donc 1557 plus 95 fois 12 et vous enlevez 8 000 € et ça vous fait le coup. Dans tout ça, Jérémy, tu ne parles pas de la mutuelle ou des choses comme ça qu'on doit obligatoirement leur souscrire? Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas la mutuelle dedans, tout à fait. Merci. J'ai juste une réflexion à faire sur l'AFDAS. Moi, ça fait depuis le mois de septembre que j'ai fait mon dossier et que je n'ai toujours pas touché l'AFDAS. Je ne sais même pas où en est mon dossier. Vous êtes de quelle structure? On est l'HBC de Pithiviers. Vous avez fait un dossier pour quelle formation? J'ai une BPGEPS de format SAT, c'est ça? Ah, format SAT, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, depuis le mois de septembre, j'ai bien fait mon dossier, hein, tout va bien, hein, j'ai mon inscription, tout est bien et tout, sauf que je n'ai toujours rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, et sauf que nous, on commence à tirer un peu la langue parce que, voilà, Vous avez... on se débrouille comme on peut, mais ça va devenir compliqué. Mais là, effectivement, moi, l'AFDAS, tout est prêt, mais je n'ai jamais eu de réponse, ni rien du tout. Et j'ai discuté, alors rien à voir avec le hand, mais j'ai discuté aussi avec un club de basket qui est exactement avec un jeune aussi de cette structure et qui n'a aussi pas touché de l'AFDAS. Donc, est-ce que je pourrais venir vers vous? Est-ce que vous pourriez m'aider? Parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, on va essayer de... Excusez-moi. Beaugency, on a exactement le même problème. Et c'est aussi un BPGEPS format SAT, c'est la même chose. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de savoir quand étaient versées les aides. Ah bah venir à la Ligue du Centre. Il faut venir avec la Ligue du Centre au TFP4. Voilà. Je suis désolée. Hein. Voilà. Alors, nous, on se charge du SAV. Ouais. Nous, on a eu des aides à l'USO, on les a eues au mois de mars. Ouais. Donc, il ne suffit pas de saisir sur l'AFDAS. Après, il faut vous connecter sur SILAE. Il faut enregistrer votre RIB. Il y a tout Nous, on a été bloqués au départ avec ça. Il faut enregistrer votre RIB et renvoyer un document avec votre RIB à une adresse bien précise. Mais il ne suffit pas de faire l'AFDAS, hein, ça ne suffit pas pour être payé. Ouais. Alors, l'idée, c'est... Alors, je vous donne les quelques étapes très brièvement, parce que je ne sais pas où en est le dossier, donc c'est toute la problématique. Je vous conseille de contacter... Alors, c'est quoi les clubs? Parce que je vous enverrai la hotline de l'AFDAS. Alors, moi, c'est le HBC de Pithiviers. À Pithiviers et Beaugency. Oui, le HB. Ouais, je note, je vous enverrai le numéro de la hotline de l'AFDAS sur l'apprentissage, qui est un numéro spécifique qui traite les dossiers. Donc déjà, ce sera la première chose. Après, une fois que votre dossier sera validé par l'AFDAS, je ne sais pas s'il est validé ou pas, hein, effectivement, normalement, vous recevez un mail de confirmation et à partir de là, effectivement, ce que vient de dire une autre personne, vous êtes transféré sur la plateforme de SILAE de l'ASP, de l'Agence de services de paiement, qui va effectuer les versements par la suite. Mais il faut qu'il y ait déjà une validation AFDAS. Et tant que vous n'avez pas votre mail AFDAS qui vous confirme les choses, SILAE ne se met pas en route. Donc, il faut déjà passer cette première étape-là. Et ensuite, effectivement, ce n'est pas gagné. Parce que l'ASP est très longue chez nous, parce qu'on est dépendant de l'ASP de Normandie, et qu'elle met des difficultés par rapport au RIB, etc., si vous n'avez jamais été éligible. Donc, il y aura cette deuxième étape après à faire. Voilà. Donc, je vous envoie le numéro de la hotline AFDAS, et puis après, vous essayez d'aller un peu plus loin, puis après, vous reviendrez vers moi sur l'ASP, on essaiera de débloquer la chose. Ouais, super. Merci beaucoup. Voilà. Puis après, je vous conseille d'appeler Formasat aussi, parce qu'à un moment donné, je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est de leur ressort en tant que CFA en plus, centre de formation d'apprenti, de s'occuper de leurs employeurs, etc. en accompagnement. Mais je ne dis pas que c'est facile, on a eu des difficultés aussi avec nos 12-13 apprentis, mais qu'on arrive à peu près à régler les problèmes, et surtout qu'on n'a pas de visibilité. C'est que genre, on aurait pu aller voir sur nos comptes AFDAS nous, mais comme ce n'est pas chez nous, on n'a pas de visibilité sur le back-office. Voilà. Ce qui est bien dommage, c'est que nous, on est novices dans tout ce genre de choses. Moi, c'est pas mon cœur de métier. Effectivement, une fois qu'on est largué, quoi. Et effectivement, on se sent vraiment seul, quoi. Parce que là, vraiment, c'est de l'argent qui doit rentrer. Et effectivement, au vu de la situation, c'est compliqué. Donc, bon, du coup, voilà. Bon, merci en tout cas. Ouais, on essaiera de faire, en tout cas, de vous accompagner là-dessus. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous, ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est pas pour faire c'est mieux à droite ou c'est mieux à gauche. Non. Nous, ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est qu'on met un produit Nous Ligue du Centre en place, voilà, qui correspond à des besoins, qui permet à des clubs de s'associer à la démarche ou pas, on n'est pas là-bas. Hein. Mais par contre, on essaie de mettre les choses clés en main de A à Z. C'est-à-dire que comme on est entre handballeurs, on va se dire ça comme ça, on connaît nos clubs, on connaît les difficultés de nos clubs, on se connaît plus ou moins, donc c'est plus facile de communiquer. Et donc à partir de là, on essaie de mettre le dispositif en place de manière générale. Alors cette année, on était en première année d'apprentissage. Hein.
Donc, on a essuyé aussi quelques plâtres, nous, parce que c'était la première année, donc avec les 12 clubs qui étaient présents avec nous. On a même eu 2 clubs avant qui étaient joués les Tours et Blois dans un premier temps. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, on commence à être rodé un peu sur la chose. Donc, on aura une deuxième année un peu plus simple, je pense. Mais on essaie d'accompagner à la fois le fonction employeur, l'apprenti et le maître d'apprentissage dans son développement de compétences. Voilà, on essaie d'être sur les 3 volants et surtout on maîtrise les 3 dispositifs et on a cette flexibilité parce que c'est notre propre parcours, on peut changer les emplois du temps, etc. On est en réactivité par rapport à ça, puisqu'on maîtrise l'ensemble du dispositif. Petite question supplémentaire. Donc là, tu parles de éducateur handball 16 mois, donc de septembre 2021 à décembre 2022. Et on repartirait sur 16 mois avec un BPGEPS APT à partir de janvier. Du coup, on repart sur une année 1 avec une nouvelle aide de 8 000 € ou on part sur une année 3 et 4? Je suis en train de réfléchir en même temps. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Moi, si année 1, ça me conviendrait mieux. Ouais, je suis pas sûr. Parce que c'est une formation, un contrat. C'est possible qu'on reparte. Alors déjà, les 8 000 € c'est de manière transitoire. Hein. C'est la période Covid-19 qui fait ça. Sinon, on est à 4 125 € de mémoire. Donc voilà, donc déjà, c'est pas ça, c'est à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre. Mais ouais, il faut que je revoie ça. Effectivement, dans les parcours, si on revient on revient à une aide de première année ou si on passe en année 3 et 4. Puisque une nouvelle formation, donc c'est quelque chose de différent. Il y a des chances que oui, mais je ne voudrais pas... dire de bêtises. Non, mais je comprends, mais du coup, ça serait parce qu'après, la personne change d'âge et donc on arrive dans des montants plus importants. Ouais. Donc, et avec moins d'aide. Des aides complémentaires, effectivement, parce que sinon, ça peut coûter plus cher. Moi, j'avais une question aussi, c'était par rapport au suivi des stagiaires, pas des stagiaires, des apprentis, s'ils viennent du hand. On avait vu ça dans une ancienne réunion, comme quoi les présidents de club pouvaient être tuteurs de par leur fonction. Mais en fait, nous, le problème, c'est comment on encadre ces apprentis si on en prend un deuxième. Parce que les gens qui ont les compétences au club ne sont pas forcément disponibles puissance 12. Tout à fait. Alors, il y a la partie administrative de la fonction tutorale. Soit c'est un autre salarié qui est dans le club, qui a un diplôme équivalent et qui, lui, par défaut, on met souvent lui parce qu'il a un peu plus de temps et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ou alors, dans le milieu du sport, il y a une dérogation, c'est que si on n'a pas de personne salariée, c'est à défaut, alors c'est pas très bien dit comme ça, mais c'est le président de club qui devient tuteur de la structure d'un point de vue administratif et dans le dossier de demande AFDAS. C'est lui qui est le responsable légal, donc c'est lui qui est le responsable de l'apprenti en regard ça. Après nous, on met en place une deuxième étape qu'on va appeler une équipe tutorale, si je puis dire, ou là, qui est plutôt une équipe pédagogique. Et là, en lien avec le club, on va dire, écoutez, voilà ce qu'il va suivre comme formation. Il aura peut-être 1, 2 ou 3 référents. Ça ne nous gêne pas quand on communique avec les tuteurs de mettre 3 mails supplémentaires, etc. Pour répondre aux besoins. Et donc, il est accompagné sur le mini-hand, le baby-hand par telle personne, sur l'entraînement des jeunes par une autre personne et sur son projet extra-sportif par le président du club parce que c'est ses compétences, etc. Ou le vice-président. J'en sais rien en termes de choses. Mais par contre, d'un point de vue légal, ça reste le président. Si vous voulez bénéficier de l'aide à la fonction tutorale, ça sera au président d'aller en formation. Ça ne sera pas à plusieurs personnes. Voilà, il y a toutes ces petites conditions-là, mais voilà. Mais on peut trouver une formation de combien d'heures administrative et la partie pédagogique. C'est très peu d'heures, la formation tuteur maître d'apprentissage, c'est 21 heures avec 7 heures en présentiel et un petit peu de FOAD, enfin de formation à distance. C'est très accessible. C'est plutôt au niveau de l'encadrement pédagogique qu'on se posait la question, parce que si on a deux apprentis l'année prochaine, voilà, ça risque d'être compliqué. Tout à fait. À voir. Et cette formation maître d'apprentissage, elle est mise en place avant septembre? Parce que si on veut un apprenti pour septembre, du coup… Non, elle est mise en place pendant le parcours de formation. En fait, l'apprenti rentre, on fait rentrer aussi le maître d'apprentissage dans sa fonction de maître d'apprentissage. Parce qu'à la fin de cette formation-là, on fait le suivi, le retour de ce qui se passe entre l'apprenti dans son centre de formation, etc. On fait aussi des bilans. On s'en sert aussi pour faire des relations avec le club. C'est une formation interne à la Ligue du Centre, mise en place par nos salariés. D'accord. Elle a un coût, cette formation? Cette formation est prise en charge Vas-y. par l'AFDAS. Voilà. Par l'AFDAS. D'accord. Donc, elle a un coût, mais on vous aide à monter le dossier de subvention à l'AFDAS. Encore un autre dossier. On va passer du temps ensemble, hein, Jérémy. Ou Camille, peut-être. C'est 315 €. C'est 315 €, mais ce coût-là est pris totalement en charge par l'AFDAS.
Voilà. Les 10 ou 12 mètres d'apprentissage qu'on a cette année là, en formation dans le cadre des apprentis, ils ont été tous pris en charge. Enfin, voilà, D'accord, il y a ok. aucun club qui a délogé de l'argent. Ça marche, merci. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour revenir sur la... Avant, pendant, après? Il y avait Teresa qui a posé une question, mais elle n'a pas répondu. C'était des infos sur l'éducateur de handball que vous cherchiez. Je ne sais pas si elle est là. C'était pour avoir les infos. C'est ça. Ouais, on est en train de... J'ai trouvé un sur le site. C'est bon. Voilà, merci. Bah, voilà. Par contre, j'avais une question sur les CIE. Ah oui. Le contrat initiative emploi, je voulais savoir si c'était cumulable avec des aides. Non. Dont on a parlé tout à l'heure, un jeune, une solution ou pas. Alors, c'est cumulable avec les aides ponctuelles s'il reste un résidu sur le salaire. C'est-à-dire que si vous avez... oui, ça vous coûte, oui, de toute façon, je sais pas, ça vous coûte... vous avez 15 000 euros de charge salariale et vous avez 10 000 euros d'aide, vous avez 5 000 euros de delta, de coût résiduel, et là, vous pourriez demander une somme là-dessus. C'est dans le cadre des CDD, CDI et apprentis de moins de 25 ans. Donc, une aide ponctuelle sur l'année 2021. Donc, il faut faire un coût résiduel sur l'année 2021. Donc, de janvier à décembre. OK. Puisqu'on est sur une demande ANS dans le cadre de l'exercice 2021. OK, merci. Voilà. On a des questions sur le CAPASO. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qui demande? C'est Philippe? C'est Philippe. C'est Philippe qui veut des infos sur le CAPASO, j'imagine, sur la reconduction. Pourquoi je n'ai pas mis ça ce soir à l'ordre du jour? Parce qu'on va être dans un dispositif qui va être temporairement arrêté. Parce que vous êtes sans savoir, on devrait avoir les élections régionales, mais je mets bientôt des guillemets à ça, au mois de juin. Et donc, le dispositif est temporairement, toutes les commissions sont en cours de clôture, enfin, en tout cas, les dossiers ont été déposés. Et donc, maintenant, on va rentrer en période électorale, donc il n'y a plus de commission permanente pour instruire les dossiers et les valider. Et donc, on reprendra que sur une session au mois d'octobre, normalement, pour finir les derniers dossiers. Et puis après, je ne connais pas le sort des élections. Et donc, je ne sais pas si c'est la même équipe qui repart, enfin, qui est élue ou pas, le même bord politique. On ne sait pas ce deviendra le dispositif CAPASO. Voilà pourquoi j'en ai pas parlé aujourd'hui. Donc à ce jour, c'est pas possible. Alors, on peut toujours demander, on peut toujours déposer. Il y aura une instruction sans doute au mois d'octobre. Donc si vous avez des dossiers de création, etc., il ne faut pas hésiter à continuer. Je dépose des dossiers et rentre dans la boucle. Voilà, avec des incertitudes au regard des décisions politiques du mois de juin. Que ce dispositif-là, sachant qu'ils auront quand même toutes les demandes de 2021, je pense. Puisqu'on est sur une année... C'est-à-dire que tout ce qui a été engagé en 2021, il y a un budget annuel qui a été voté. Je ne vois pas comment il pourrait être rétroactif ou divisé au mois de juin, même si ça a changé de bord politique. Donc, toutes les demandes qui sont faites en 2021, c'est pour ça qu'il y aura une commission après les élections pour clôturer si ça change de bord politique, ce dispositif-là ou pas. Et quand les réponses vont-ils être... Quand va-t-il y avoir les réponses pour les CAPASO déposées en mars? Instruction en mai, instruction en mars, avril, mai, au mois de mai, fin mai, début juin, officiellement. Je crois qu'il y a une dernière commission permanente au mois de mai. Est-ce que tu peux nous envoyer la grille des salaires minimums en fonction des postes occupés par nos salariés? Ok. La grille CCNS avec les autres. Ok, bon, on le mettra dans les outils. Et si possible, quelque chose d'assez simple à comprendre, parce que les niveaux, des fois, c'est pas toujours très simple, savoir en fonction du métier et de la mission, de savoir quel est le niveau qui est attendu en termes de responsabilité, ainsi de suite. Là. Ouais. Ok, je note. Tout le monde, je pense que ça peut être intéressant, quoi. C'est noté pour ça. Donc, comme d'habitude, non, il n'y avait pas d'autres questions. Il y avait des questions sur l'accessibilité du replay. Donc, comme d'habitude, demain, sur le site internet de la Ligue, j'envoie un mail à sur les adresses mail standardisées avec le lien pour y accéder, avec les documents à télécharger. Ah, ça, c'est une bonne question, parce que j'avais posé la même question sur le recrutement du salarié. Est-ce que vous avez prévu une bourse
à l'emploi. En tout cas, une mécanique où on pourrait avoir plus facilement accès aux jeunes, par exemple, qui vont sortir de la formation et qui n'ont pas de garantie d'être retenus dans leur club, on ne sait jamais. Voilà. Alors aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est qu'on finit une formation, alors je vais en avoir, hein, parce que il y en a une qui finit là au mois de juin. J'en ai actuellement 8 en formation. Et c'était sur le CREP, ça? Oui, sur le CREP, dont 6 éducateurs de handball. Alors je ne sais pas s'ils l'auront tous, hein, je ne prédis pas l'avenir. Voilà, donc il y a mais c'était biqualifiant là? Oui, le biqualifiant, oui, tout à fait. Parce que les autres, ils finissent en décembre 2021, donc ils ne seront pas qualifiés au mois de septembre. Donc ils ne pourront pas être, ils seront toujours en apprentissage. Donc il n'y a pas beaucoup d'arrivées sur le marché du travail, concrètement, pour tout vous dire. Voilà. On a une vraie pénurie aujourd'hui, hein, ça c'est vrai. On n'arrive pas à former autant qu'il faudrait. Il y a presque des fois plus de postes que de choses aujourd'hui. Après, si des postes s'ouvrent, n'hésitez pas à nous envoyer les fiches de poste et nous, après, on peut faire le lien et orienter les jeunes quand on entend parler de recherche d'emploi. Moi, les offres d'emploi, à chaque fois, je les mets sur le site de la Ligue et j'essaie, quand il y en a un petit peu, de faire un peu de com autour des offres d'emploi via les réseaux. Ouais. Oui, parce qu'il y a plusieurs clubs qui sont manifestés. Je sais le club de Blois, d'Ono, etc. De Dreux, je crois. Enfin bref, il y a plein d'informations. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter ces informations-là. Aujourd'hui, on a plus de clubs employeurs, Vierzon en particulier, de clubs employeurs. Et des fois, il n'y a pas assez d'apprentis. Donc ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut mieux aller chercher dans votre pourtour à vous, nombre de licenciés, mission locale, jeunes autour de chez vous, etc. Parce que nous, on a du mal à mettre du lien entre tout ça au niveau de l'échelon de la Ligue. Ce n'est pas notre cœur de métier au départ, mais après, on essaye. Mais voilà. Mais, les jeunes ne se tournent pas forcément vers nous au départ en disant je voudrais faire un truc, est-ce que vous connaissez, etc. Voilà. Par contre, vous pourrez en parler aux autres clubs autour. C'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup en ce moment. C'était plus simple quand on se voyait sur les terrains le week-end, etc. pour en discuter. Mais effectivement, essayer d'envoyer. Nous, on peut au moins diffuser les informations des clubs, mais après, voilà. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce soir. De toute façon, on est à votre disposition toujours. Hein. Et puis voilà. Et puis derrière, tout est mis en replay, etc. Vous pouvez nous recontacter par la suite. Et puis de toute façon, on organisera un webinaire. Alors là, pas tout de suite. Sans doute fin avril, début mai, quand on aura un peu plus d'éclaircissement autour de cette fameuse date du 15 mai, qu'on espère sera la plus positive possible pour essayer de retrouver une pratique sportive. D'ici là, on va vous envoyer les fameux formulaires d'engagement pour essayer d'être le plus prévisionnel possible au regard du mois de juin, si on arrive à repartir, comme vous l'avez dit la dernière fois, pour essayer de se projeter. Et puis derrière, on essaiera de retrouver une activité la plus normale, ou en tout cas avec le plus de liens possible en fonction de l'actualité, pour vous permettre de reprendre au moins avant l'été, de revoir vos licenciés dans des activités. Voilà, je vous remercie à vous de votre participation et puis je vous souhaite une très